Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire hors du commun. Le 26 février 2012, sur le chemin du retour d'un week-end romantique, alors qu'ils faisaient une pause sur le bord de la route, François et Sylvie Darcy sont agressés. Qui a pu commettre pareille atrocité ? Et si François Darcy était bien plus machiavélique qu'il n'y paraît ? Avec moi, vous entendrez les voix d'Éline, la mère de François Darcy, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Cour d'assises de Versailles. Le 15 septembre 2016, s'ouvre un procès sous haute tension. Celui de François Darcy, ici avec des béquilles, un père de famille de 50 ans. François Darcy, il a perdu 40 kilos en prison. Il a perdu la moitié de ses dents. Très voûté, très faible, arrivant sur des béquilles. Dans le box, l'homme ferait presque pitié. Pourtant, il est accusé d'un crime effroyable. Avoir assassiné et brûlé sa femme, Sylvie. Soit on a le crime parfait, soit M. Darcy est complètement innocent. C'est hors norme. C'est, je crois, du jamais vu dans les annales judiciaires. Voici l'histoire d'un homme que tout accuse. Un homme qui aurait mis au point un plan machiavélique pour éliminer son épouse. Comment est-ce qu'il peut s'imaginer avec un scénario pareil, ne pas être soupçonné de quoi que ce soit ? Ça ne peut être que lui. C'est possible. Oui, c'est possible. Mais c'est pas sûr. On n'a pas de mobile, on n'a pas d'aveu, on n'a pas de preuves, on n'a rien. Envers et contre tous, l'homme clame son innocence, avec comme principal allié sa mère. On l'accuse d'un crime particulièrement odieux. Oui, mais qu'il n'a pas commis. Dimanche 26 février 2012, il est 23h06 quand un homme appelle les gendarmes de Versailles, dans les Yvelines. Le coup de téléphone d'un homme au 17, très éprouvé, parce qu'il est en pleurs quand il téléphone, il a un langage décousu. Il leur dit très clairement qu'il a fait l'objet d'une agression. Bref, il est en panique. À l'autre bout du fil, l'homme à la voix haletante s'appelle François Darcy, et ce qu'il va raconter aux gendarmes est tout simplement stupéfiant. Ce soir-là, il profitait d'une soirée avec sa femme Sylvie, sans leurs enfants. François Darcy et son épouse ont dîné dans un restaurant. Ils font un resto de sushi, tout se passe bien. Mais sur le chemin du retour, la soirée aurait viré au cauchemar. Ils reprennent la voiture et en chemin, François Darcy, il est pris d'une envie pressante, il a besoin d'aller uriner. En pleine nuit, le couple s'engouffre dans la forêt de Chevreuse. Il s'engage sur une voie goudronnée qui mène à un chemin de terre, qui mène à un parking de terre. Il s'avère que le chemin est beaucoup plus long que prévu. Il arrive au bout, sur ce parking. Et il s'arrête là, en plein milieu de la forêt, dans un endroit qui n'est pas éclairé. Il descend de sa voiture. Et François Darcy de poursuivre qu'à ce moment-là, il aurait été victime d'un incroyable guet-apens. Au moment où il a terminé d'uriner, il ressent un choc à l'épaule gauche. Un coup de feu. C'est là qu'il dit « J'ai reçu une balle ». Il se retourne et il voit une silhouette, selon ses dires, à 15-20 mètres de lui, habillée complètement en noir, une silhouette qu'il a du mal à distinguer. En quelques secondes, il décide de plonger en avant dans l'obscurité au niveau du parking, dans la végétation. C'est-à-dire qu'il saute dans le talus, il se cache dans les ronces,
pour sauver sa peau, entre guillemets. Et à ce moment-là, visiblement, il aurait perdu connaissance. 1 heure plus tard, alors qu'il reprend ses esprits, François Darcy raconte qu'il aurait découvert une scène effroyable. Et là, il dit, je vois ma voiture brûler. Il réalise que sa femme est probablement dans la voiture et la voiture est en flammes. Aussitôt, les secours se précipitent vers le parking de l'abbaye de Port-Royal. Et sur place, les gendarmes découvrent une scène digne d'un polar. Ils arrivent et ils découvrent cette scène hallucinante en plein milieu de la forêt. Il faut imaginer que la voiture, elle brûle de manière très importante. Les gendarmes, ils avancent à pied, contournent le véhicule. Et devant, un peu plus loin, devant la voiture, en position latérale de sécurité, les gendarmes vont retrouver François Darcy. La voiture qui brûle, François Darcy blessé avec une balle dans l'épaule. Suite à cette agression inimaginable, François Darcy est vivant, mais il a reçu une balle dans le dos. Aussitôt, l'homme est pris en charge par les secours et transporté de toute urgence à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Olivier se rend immédiatement au chevet de son ami François. Et il se souvient très bien d'un homme sous le choc. Il m'a donc appelé, il était à l'hôpital, il m'a dit viens, ça va pas bien, j'ai été agressé, viens. Il était très très mal. Je sais pas si Sylvie est vivante, je comprends pas. Il avait les larmes aux yeux, il était... Enfin, je sais pas comment on peut décrire un état comme ça en fait. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mais malheureusement pour Sylvie, l'épouse de François Darcy, il est trop tard. Cette voiture a été littéralement détruite par le feu. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus rien. L'intégralité de la carrosserie a fondu, littéralement fondu. On a ce qui s'apparente à un corps humain qui se trouve sur le siège passager. Un corps qui est calciné dans un très mauvais état. Le corps finalement va être identifié assez rapidement. En réalité, il s'agissait bien de Sylvie Darcy. Prévenue par les gendarmes le lendemain matin, Aileen Darcy, la mère de François, est pétrifiée. Les gendarmes sont venus me voir au bureau. Ils me disent de but en blanc, votre fils et votre belle-fille ont été agressés, votre belle-fille est morte et votre fils est blessé par balle dans le dos. C'est, je vous assure, un sacré choc. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi le couple Darcy a-t-il été attaqué en pleine nuit dans cet endroit isolé de la campagne francilienne? Dans les Yvelines, on n'a pas tous les jours un homme avec une balle dans l'épaule et son épouse calcinée dans la voiture sur un parking de terre au milieu de nulle part. C'est surréaliste. L'enquête est confiée à la section de recherche de Versailles et la tâche des gendarmes s'annonce d'ores et déjà très compliquée. Car a priori, les Darcy étaient un couple sans problème, qui avait tout pour être heureux. C'est en 2000, à 34 ans, que François Darcy, informaticien et célibataire endurci, rencontre Sylvie, cadre chez France Télécom. Moi, j'ai toujours pensé que François était devenu un vieux garçon qui ne se marierait jamais. Il s'est marié avec ses ordinateurs. Sylvie, c'était un peu la bonne surprise quand même. Immédiatement, le courant passe. À 37 ans, Sylvie est séduite par ce géant, un peu bourru, mais le cœur sur la main. François Darcy est un colosse, 2 mètres et 140 kilos. Il est très impressionnant. Au premier abord, il est froid, il est distant, il n'est pas très souriant. C'est quelqu'un qui est un peu abrupt, qui vit dans son monde. Mais bon, ça passe vite. Une vraie bonté sous une carapace pas très agréable. Enjouée et pétillante, Sylvie fait l'unanimité auprès des proches de François. Très sympa, très ouverte. C'est la communicante du couple. Je l'aimais bien.
Elle était très sympathique. Très, très sympathique. Il m'a demandé, qu'est-ce que t'en penses, maman? Alors, cette histoire, qu'est-ce que t'en penses? Alors, il me fait, je l'aime beaucoup. Alors, je dis, bon, bah, tu continues. François et Sylvie ont tous les deux envie d'avoir des enfants. Alors très vite, les choses s'accélèrent. Ils ont décidé de se marier. Ils sont mariés fin mars 2002. C'était formidable. Tout le monde avait l'air d'être parfaitement heureux. Nils est né le 25 septembre 2003. Et après Nils, 3 ans plus tard, Chloé viendra compléter la photo de famille. Tous les 4 s'installent à Montigny-le-Bretonneux, à 10 km de Versailles. Ces gens-là nous ressemblent. Ils se sont mariés et ils ont voulu fonder une famille, avoir des enfants. Et je pense que leur réussite, c'était ça. On a affaire à un couple totalement lambda. Cette agression sur un parking désert de la forêt, en pleine nuit, ne cadre pas avec ce couple ordinaire et sans histoire. Il y a effectivement un contraste entre la réalité de ce couple et puis une agression digne d'un film de la mafia. Qu'est-ce qui a pu déclencher une telle attaque? C'est la mère de François Darcy qui va peut-être apporter une première piste. Interrogée par les gendarmes, Aileen Darcy explique que son fils avait un litige commercial avec l'un de ses anciens clients. Faut pas oublier, François Darcy, il est informaticien, il travaille dans le domaine. François a développé un logiciel pour la gestion de ses commandes, de son stock et ses comptes clients. Un logiciel de gestion pour une société de restauration rapide. Un contrat de 3 ans pendant lesquels on avait l'assurance d'installer, former et vendre du matériel à une centaine d'enseignes. C'est Aileen qui gère la comptabilité de son fils. Et pour tous les deux, la vente de ce logiciel devait générer un bénéfice de plus d'1 million d'euros. Seulement le contrat aurait rapidement viré à l'escroquerie. On n'a rien eu parce qu'ils n'ont pas payé les factures. Il s'est fait voler son logiciel. Mais François Darcy ne se laisse pas faire et engage des poursuites. Selon sa mère, c'est à partir de là que les ennuis auraient commencé. Le 14 novembre 2009, les bureaux brûlent. On a mis le feu à son entreprise, un incendie criminel qui a ravagé tous les locaux. Tout le matériel informatique, téléphonie et tout ça n'a pas été volé. La seule chose qui a été volée, c'était le disque dur. L'intégralité des éléments qui permettent à François Darcy de rapporter la preuve de la paternité et de la propriété du logiciel. Et puis, 1 mois avant le drame, François Darcy aurait été la cible d'un cambriolage. Le 26 janvier 2012, François se fait voler du matériel informatique dans sa voiture qu'il avait installée chez un client. Un incendie, un vol et maintenant une agression meurtrière. Pour la mère de François, cela fait beaucoup pour un seul homme. Aileen en est persuadée, son fils a été la cible d'un tueur à gages. Ça coûte moins cher de payer un petit malfrat pour faire la mauvaise besogne que de courir le risque de vous faire condamner. Non ? On aurait pu mettre un contrat sur sa tête pour éviter d'avoir à payer ce fameux million d'euros. Et que finalement, sa femme serait un dégât collatéral de cet acharnement. Ça peut expliquer. Dans un roman policier, la piste, elle tient super bien. Mais les gendarmes ne font pas dans la littérature et l'hypothèse d'un contrat ne va pas faire long feu. Car il y a un détail qui cloche dans cette histoire. Le soir du drame, alors qu'il vient de le blesser, étonnamment, le tueur à gages a épargné François Darcy.
Darcy, il se prend une balle dans l'épaule. Il part pas à 10 km, il s'enfuit pas en courant. Il se réfugie dans les ronces, dans un enchevêtrement d'arbres, d'arbustes, de feuillages, etc. Si on a affaire à un professionnel, comment expliquer qu'il ne le recherche pas? Et une autre question brûle les lèvres des enquêteurs. Pourquoi l'épouse de François Darcy, elle, a été éliminée? Comment expliquer que le tueur à gages tue sa femme, qui est pour rien dans cette histoire de logiciel, il laisse vivre François Darcy sur qui planerait le contrat? Lui n'est que blessé et elle, en revanche, est morte et entièrement brûlée. Donc, c'est pas crédible. La piste d'un contrat sur François Darcy ne tient pas. Et la suite de l'enquête va révéler qu'en réalité, ce n'était peut-être pas lui la cible, mais Sylvie, sa femme. Car en examinant les restes du corps de l'épouse, le médecin légiste va faire une découverte déterminante. Ce n'est pas l'incendie qui l'a tué. Le corps de Sylvie Darcy est carbonisé. Il y a donc une impossibilité de pouvoir procéder à nombre d'analyses. La seule chose qu'on sait, c'est que n'ayant pas de fumée dans les poumons, elle est décédée avant l'incendie. Au moment où on allume le feu dans la voiture, Sylvie Darcy était déjà morte. On sait qu'elle n'est pas morte dans l'incendie, mais on ne sait pas de quoi elle est morte. Et ce n'est pas tout. En inspectant les restes de la voiture calcinée, les experts de la police scientifique vont découvrir que le tueur s'est acharné sur sa victime. La voiture a été littéralement arrosée d'huile végétale, qui est un accélérateur de feu formidable. Cette huile aurait permis finalement de rendre le foyer et donc les flammes beaucoup plus intenses et le feu beaucoup plus destructeur. Après avoir tué Sylvie Darcy, l'auteur aurait recouvert son corps de cette huile végétale et aurait ensuite mis le feu au véhicule. Alors, qui a tué Sylvie Darcy avant de faire disparaître son corps dans les flammes? Et pourquoi le tueur a-t-il laissé le mari, François, vivant? Les gendarmes ne vont pas tarder à être convaincus qu'un seul individu aurait pu commettre ce crime. Et cet homme, ce serait précisément François Darcy, l'époux. Dès le lendemain du drame, les gendarmes investissent le parking de l'abbaye de Port-Royal, à Saint-Lambert-des-Bois. Et les premières constatations vont mettre à mal le surprenant scénario décrit par le mari le soir du meurtre. Car sur le parking, ce soir-là, à part François et sa femme, il n'y avait personne. Les enquêteurs ont essayé de glaner le maximum d'éléments. Les papiers par terre, n'importe quel indice qui pourrait démontrer la présence d'une tierce personne. En réalité, on n'a pas retrouvé de traces d'autres véhicules. Roue de voiture, empreinte de pas, il n'y en a pas. Il n'y a rien. On retrouve que François Darcy. Et puis les analyses faites sur le corps de François Darcy à l'hôpital vont faire basculer l'enquête. On va prélever finalement les différents éléments qui se trouvaient sur ses mains. Il a de la poudre sur les mains. Des résidus de tir. François Darcy a de la poudre sur les mains. Incroyable. Alors que les gendarmes pensaient qu'il était victime d'un guet-apens, il serait en réalité un criminel. Il aurait tué son épouse avant de maquiller son horrible forfait. Tout ça tente à montrer que François Darcy est l'assassin de sa femme. Le scénario, effectivement, est peu banal, il est même extraordinaire. Pour les gendarmes, François Darcy a tué son épouse. François Darcy s'est blessé, s'est auto-infligé un tir pour tenter de se faire passer pour une victime. Même s'ils ont besoin de preuves concrètes, les gendarmes pensent avoir suffisamment d'éléments pour inculper le mari. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils vont vite se retrouver face à un interlocuteur redoutable, un fin stratège qui va avoir réponse à tout.
Nous sommes le dimanche 4 mars 2012. Alors qu'il est encore à l'hôpital, François Darcy est placé en garde à vue. À bout de force, dès le début de son audition, l'homme tient à mettre les choses au clair. Il est victime dans cette affaire et pleure sa femme. Voici ce qu'il dit aux enquêteurs. J'ai perdu ma femme, l'amour de ma vie. Je regrette de ne pas avoir pu faire quelque chose pour mon épouse. J'aurais préféré me trouver à sa place. Et le mari a des arguments. François Darcy est un homme blessé qui aurait frôlé la mort. On retire de son dos une ogive, une balle. Donc il a bel et bien fait l'objet d'un tir d'arme à feu au niveau de l'épaule gauche. Le projectile a été dévié au sein de son corps, a frôlé à 2 cm son cœur. Il a quand même une balle qui lui est rentrée dans l'épaule. Il a eu de la chance, puisqu'elle n'a touché aucun organe, pas d'artère, rien. Donc François Darcy est véritablement un miraculé. Difficile alors d'imaginer que le suspect ait voulu ôter la vie de sa femme au risque de perdre la sienne. La balle est passée à 2 cm de son cœur. Ça voudrait dire qu'il aurait pris le risque de se tuer, finalement. Pourquoi s'infliger une blessure par balle en prenant le risque de mourir lui aussi? Et puis, si François Darcy est bien le meurtrier de son épouse, les gendarmes doivent élucider un mystère. Comment se tire-t-il dans le dos en déclenchant la gâchette? C'est impossible. Physiquement, ça reste assez compliqué d'aller prendre une arme, la poser sur son épaule, à bout touchant, pour se tirer une balle. Ça n'arrive jamais. On n'a jamais un auteur qui est blessé par une arme dans ces conditions-là. François Darcy semble de fait innocenté. Mais alors comment expliquer la présence de poudre sur ses mains? Si vous avez de la poudre sur les mains, par définition, c'est vous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et là, François Darcy n'en démord pas. Il dit qu'il est tireur sportif. Il manipule des armes à longueur de journée. Il a 2 passions, l'informatique, les armes. Comme il est tireur sportif, qui ramasse ses balles, il est dans une atmosphère polluée permanente. J'ai souvent des douilles dans les poches, parce que quand je vais tirer, je ramasse mes douilles, je les mets dans les poches, donc j'ai des traces de poudre. Voici un homme qui semble donc accusé à tort. D'autant qu'en cherchant un mobile, les enquêteurs ont bien du mal à en trouver un. Le couple s'aimait. D'ailleurs, le week-end du drame, ils avaient célébré leurs 10 ans de mariage. Il a réservé un petit hôtel sympa en plein milieu de la vallée de Chevreuse, pas très loin de chez eux d'ailleurs. Ils vont se faire des petits massages. Ils s'offrent un joli week-end. Le thème du week-end, il est romantique. François Darcy, il met beaucoup d'entrain, s'achète de nouveaux vêtements, essaye d'être élégant pour son épouse. Ils vont dîner en amoureux dans un restaurant très réputé à Versailles, le Trianon. Ces images des caméras de vidéosurveillance du Palace 4 étoiles l'attestent. François Darcy avait vu les choses en grand pour faire plaisir à Sylvie. Et le couple était sur un petit nuage. Il fait le super week-end, il sort le super grand jeu. Le Trianon Palace, c'est un établissement de renommée, un établissement de luxe. Ça coûte cher d'y aller. Olivier, le meilleur ami de François, et Aileen, sa mère, étaient au courant de l'escapade romantique du couple Darcy. On était sur le thème, c'est super, tout va bien, voilà, on va faire ça, on va aller manger là. Ah bah il était super content. Hein. Ils sont partis, ils avaient l'air extrêmement heureux. Sylvie Darcy téléphone à sa maman en disant qu'elle est très contente. Elle est ravie, elle est heureuse. Donc pourquoi est-ce que j'irais la tuer alors que on passe un bon petit week-end en amoureux? Tout ça colle pas avec ce qui se passe après. Devant les gendarmes, à l'hôpital, François Darcy est catégorique. Il n'a pas tué Sylvie. Et il va avancer un nouvel élément imparable pour le prouver.
Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Darcy. Dans la seconde partie, vous allez découvrir comment les enquêteurs vont parvenir à faire émerger la vérité. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Darcy, vous allez découvrir comment les enquêteurs vont parvenir à faire émerger la vérité. Avec moi, vous entendrez les voix d'Éline, la mère de François Darcy, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Souvenez-vous, les gendarmes ont passé au crible la scène de crime. Seulement, ils n'ont trouvé aucune arme. Son argument massu, finalement, c'est quoi? C'est de dire, mais attendez, vous êtes en train de m'accuser de m'être tiré dessus, de m'être auto-mutilé avec une arme. Et où l'arme? Il s'avère qu'à ce moment-là, il n'a pas bougé. S'il s'était auto-infligé un tir, où aurait-il caché l'arme? Il y a plein de choses qui collent pas. Il va dire, prouvez que je suis coupable. C'est pas à moi de prouver que je suis innocent. Montrez-moi que je suis coupable. Un suspect qui a reçu une balle dans le dos. Pas d'arme. Pas de mobile. À ce stade de l'enquête, rien ne permet d'inculper François Darcy. Et pourtant, les gendarmes sont persuadés de tenir le coupable. Le veuf est donc placé en détention provisoire pour l'assassinat de sa femme. Et c'est en plongeant dans le week-end romantique du couple Darcy que les gendarmes vont recueillir un nouvel indice. Car il y a un détail qui intrigue les enquêteurs. Alors que le couple fête ses noces d'étain dans cet hôtel, le mari ne serait pas resté aux côtés de son épouse. On va découvrir que François Darcy il quitte l'hôtel à certains moments du week-end. On s'aperçoit que ce dernier s'est rendu à son domicile. On sait qui s'est connecté à son Internet. Il a, à ce moment-là, déclenché la borne Wi-Fi de son domicile. Il rentre chez lui en plein week-end amoureux au lieu de s'occuper de sa femme. Mais pourquoi François Darcy est-il retourné chez lui à plusieurs reprises en plein anniversaire de mariage? La réponse, les enquêteurs vont la trouver au domicile du couple. Et ce qu'ils vont y découvrir est à peine croyable. Montigny-le-Bretonneux, le 4 mars 2012, les gendarmes perquisitionnent l'appartement des Darcy. Première surprise, le passionné de tir a dans son bureau de quoi ouvrir une armurerie. Bien évidemment, il y a des armes, mais surtout, ils vont retrouver un équipement digne d'un professionnel. Il y a tout, il y a la presse, pour mettre les amorces, la poudre, les balles. Il a acheté tout le nécessaire pour pouvoir recharger ses cartouches, lui-même. On sait que M. Darcy fabrique ses balles. Or, l'analyse des balles fabriquées par François Darcy confirmerait les soupçons des enquêteurs. Les balles qu'on retrouve au domicile de François Darcy sont identiques à celles qu'on retrouve dans l'épaule de François Darcy. Certaines des munitions qui sont retrouvées chez lui sont serties exactement de la même manière, comme une signature. C'est lui qui a fabriqué la balle et qui s'est ensuite tiré lui-même cette balle dans le dos. Mais alors, si François Darcy s'est tiré une balle dans le dos, comment expliquer qu'au final, il ne soit que blessé? En réalité, l'homme aurait tout calculé. La balle qui l'a touché à l'épaule, elle a été modifiée. La balle est sous-dosée en poudre. On a mis moins de poudre pour que la balle fasse moins de dégâts. L'idée, c'est de faire en sorte que la blessure soit crédible, mais pas en mourir.
Reste à savoir comment le mari de la victime aurait réussi à s'infliger lui-même un coup de fusil. Depuis le départ, on se dit mais comment il a fait pour se tirer une balle dans le dos? Un fusil, c'est long comme ça. Avoir ça dans le dos, se tirer dedans, c'est impossible. Et c'est en poursuivant leurs investigations au domicile de François Darcy que les enquêteurs vont résoudre cette énigme. Les gendarmes, ils vont retrouver un morceau de canon qui a été scié, qui correspond exactement au calibre qui a été utilisé pour lui tirer dans l'épaule. Il a scié cette arme, puisqu'on trouve le canon et la crosse. L'arme est moins longue, donc concrètement, on peut plus facilement la mettre contre la peau et appuyer sur la détente. Avec une arme raccourcie, François Darcy aurait donc pu se tirer une balle. Et s'il n'est pas mort, c'est qu'il aurait trafiqué le projectile. Les enquêteurs viennent donc de résoudre l'énigme de la balle dans le dos. Et ils vont trouver un dernier élément qui va venir conforter leurs soupçons. Un indice qui montre que François Darcy aurait lui-même brûlé son épouse. François Darcy, 15 jours avant ce week-end, il s'achète une combinaison qui lui permet de se protéger du feu. Alors là, ça pose un vrai problème parce que cette combinaison a disparu. Là, je pense que c'est vraiment le dernier détail qui achève de convaincre les enquêteurs que c'est lui le coupable. Tout accuse le mari. Mais pourquoi aurait-il fait cela alors que son couple semblait nager en plein bonheur? Et c'est un nouveau témoignage qui va permettre d'y voir un peu plus clair. Voici l'ancien associé de François Darcy. Il a accepté de nous rencontrer, mais il préfère garder l'anonymat. C'est un intime du couple. Il était même témoin à leur mariage. Convoqué par les gendarmes, d'emblée, l'homme évoque un autre François Darcy. Plus sombre, celui-là. Le gendarme, il me dit, bon écoutez, vous connaissez François Darcy? Je dis, bah oui, c'est mon ex-associé. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai dit, mon Dieu, il l'a tué. Tout de suite, j'ai pensé à Sylvie. L'ancien associé dresse le portrait d'un François Darcy instable qui enchaînait les déboires professionnels. Quand je l'ai connu, il avait été embauché dans un magasin. Malheureusement, François a eu des différends avec le directeur commercial. À l'époque, je le qualifiais de lunatique. Alors après, on peut dire c'est bipolaire, etc., etc. Ça partait tout de suite dans l'énervement et dans le haussement de ton. Il n'arrivait pas à se contenir plus de 2-3 minutes. Il en est arrivé à insulter carrément des clients. Je me souviens, il a traité de connard. À partir de là, ça n'avait pas duré longtemps. François Darcy, c'est l'abonné aux échecs. Pour reprendre une expression de Jeanne, c'est la loose. Tout ce qui touche, ça fonctionne pas. François Darcy n'est pas un businessman. Loin de là. Mauvais gestionnaire, sa mère a souvent dû l'aider à joindre les deux bouts. J'apportais de l'argent à chaque fois. Il y a toujours eu quelque chose ou quelqu'un qui lui a mis des bâtons dans les roues. Alors, quand en plus il se fait voler son logiciel et perd 1 million d'euros, la coupe est pleine. Et c'est son couple qui aurait vacillé. Financièrement, ça allait pas du tout, parce que là où on devait avoir plusieurs dizaines de franchisés avec ce logiciel, on s'est retrouvé qu'avec une poignée, et donc ça ne suffisait plus à faire vivre l'entreprise. C'est Sylvie qui faisait bouillir la marmite, mais François, c'était un panier percé, il lui fallait de l'argent. Elle gagne 3006, lui gagne à peu près 1500 € par mois quand ça marche. Donc ils vont vite tomber dans des querelles régulières. Ils sont couverts de dettes, je crois qu'ils étaient à hauteur de 80 000 € de dettes au moment des faits. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Plusieurs fois, elle m'a appelé le soir tard, vers 11h, minuit, 1h, en pleurs.
Elle me l'a déjà dit, hein, une fois, oui, bon, quand même, là, j'en ai marre, quoi. Le couple Darcy est au bord du gouffre financièrement. Sylvie n'en peut plus. Elle veut divorcer. Mais en cas de séparation, François Darcy le sait. Il se serait retrouvé sur la paille. Moi, à mon avis, il a dû sentir venir la fin de l'histoire avec Sylvie. Et bon, il n'avait pas d'échappatoire, pas de plan B. Si éparse, François Darcy, il se retrouve dans une situation un petit peu compliquée. En gros, il perd tout. C'est alors que François Darcy aurait eu une idée. Une idée qui lui aurait permis d'effacer toutes ses dettes. Sylvie Darcy avait souscrit 2 assurances vie distinctes. Une dont le bénéficiaire était son époux, François Darcy, pour 220 000 €, un petit peu plus. Il est en difficulté financière, c'est 220 000 €. Pour les gendarmes, il aurait pu être tenté donc de mettre un terme à la vie de son épouse pour percevoir ces 220 000 €. Le 19 février 2015, après 3 ans d'enquête, l'homme est mis en examen pour l'assassinat de Sylvie Darcy. Et voici, selon les enquêteurs, toutes les ficelles du plan que François aurait méticuleusement élaboré pour éliminer son épouse et la mère de ses 2 enfants. En cette fin février 2012, François Darcy n'aurait qu'une idée en tête, tuer sa femme. Pour cela, l'homme aurait eu besoin d'être dans un endroit tranquille. C'est leur anniversaire de mariage. Alors il va emmener Sylvie en week-end, ici, dans un petit hôtel. Mais il ne l'a pas choisi au hasard. Il n'y a pas d'exotisme dans le cadre de ce week-end en amoureux pour les 10 ans de mariage. Il ne s'éloigne absolument pas, il reste dans la région. Il n'est pas à Venise, il n'est pas à Oslo, il est à 8 km de chez lui. Après une première nuit passée à l'hôtel, dès le samedi matin, François Darcy aurait décidé d'organiser les derniers préparatifs. Sur ces photos, enregistrées par la caméra de surveillance de l'hôtel, on le voit clairement prendre à plusieurs reprises la poudre d'escampette. Il s'est absenté parce qu'il y a la vidéosurveillance du parking de l'hôtel qui voit la voiture partir et revenir le samedi entre 10h et midi, en gros. Et il s'absente le lendemain, 1 heure, un peu plus d'1 heure. Il rentre chez lui en plein week-end amoureux pour fabriquer des balles. Alors que sa femme l'attend à l'hôtel, François Darcy aurait fabriqué chez lui les munitions et l'arme raccourcie qui lui aurait permis de commettre son crime. Je pense qu'il prépare tout le samedi. Il coupe la crosse et le canon. Il avait besoin d'huile, d'un combustible, sa combinaison. Et il revient le dimanche récupérer tout ce matériel. D'ailleurs, au cours du week-end, sur ces images de vidéosurveillance, on voit très bien François Darcy revenir à l'hôtel avec une valise. Et pour ne pas éveiller les soupçons de sa femme, il aurait trouvé une bonne excuse. Il va rapporter un bouquet de fleurs. Un truc à faire chez moi, j'y vais 2 heures et je reviens et je ramène un bouquet de fleurs. Détail terrifiant. Avant de l'éliminer, François Darcy aurait fait passer un week-end féerique à son épouse. Ils vont dans des petits restaurants très sympathiques et en amoureux à chaque fois où ils prennent de bons repas. Ils vont déjeuner au Trianon Palace, ils vont se balader. Ils décident également de dîner dans la chambre tous les 2 en amoureux pour se retrouver, pour avoir des moments d'intimité. Il lui offre, avant de la tuer, un week-end de rêve, quelque chose qu'il lui a jamais offert. C'est le dimanche soir, après un dernier dîner aux chandelles, sur la route qui mène à leur hôtel, que le mari serait passé à l'action. Il remonte vers l'hôtel, à gauche l'hôtel, à droite le chemin du crime. Et il prend à droite. Il quitte la route principale, la départementale,
pour regagner cette petite place en terre, ce parking en terre. Dans sa tête, il sait que l'issue, la fin est proche. Voici, selon les enquêteurs, la suite du scénario macabre. François Darcy, il arrive sur le parking, il stoppe, il sort de la voiture. Il va chercher son arme dans le coffre de sa voiture. Et c'est là qu'il tuerait Sylvie Darcy. On suppose plutôt qu'il lui tire une balle dans la tête avec son arme. Ça serait même logique. François Darcy serait alors passé à la seconde partie de son plan. Il va se revêtir de la combinaison inifugée, de mettre ses gants. Il va supprimer les traces de son crime en mettant le feu. François Darcy aurait ainsi aspergé le véhicule d'huile végétale, puis aurait gratté une allumette. Il regarde si la voiture brûle correctement. Il a d'ailleurs laissé la porte conducteur ouverte de façon à faire un appel d'air. C'est particulièrement sordide puisqu'il a assisté, je dirais, à la crémation de sa femme dans sa propre voiture. Et puis, pour se disculper, François Darcy aurait alors maquillé son crime en guet-apens, dont lui aussi serait la victime. Il a pris l'arme, qu'il l'a posée sur la combinaison inifugée. Il s'est tiré lui-même cette balle dans le dos. Resterait pour François Darcy à faire disparaître toutes les preuves compromettantes. Sa combinaison, il la jette dans le feu. Les bidons d'huile végétale, il les jette également dans le feu. Il va se débarrasser de l'arme quelque part. On ne la retrouvera jamais. Il sait qu'il a réussi son crime. Il a cette balle dans le dos et sa femme est morte. Et c'est là qu'il va prendre son téléphone portable et appeler les secours, la gendarmerie. À cet instant, François Darcy est sans doute persuadé d'avoir commis le crime parfait. François Darcy a imaginé un scénario absolument incroyable. Moi, j'ai beau avoir quand même quelques années de chronique judiciaire derrière moi et d'investigation, ça, j'ai encore jamais vu. J'hésite entre le machiavélisme et le génie. Tout laisse penser que François Darcy est coupable. Mais dans ce dossier, il manque encore des preuves, et c'est à la justice maintenant de se prononcer. Tribunal de Versailles. Le 15 septembre 2016, s'ouvre le procès de François Darcy pour l'assassinat de son épouse. Et dans le box des accusés, c'est un homme diminué par les années de détention qui se présente devant les jurés. À l'ouverture du procès, on a vu un François Darcy métamorphosé. Il a perdu 40 kilos, il a d'énormes problèmes de dents, il a des problèmes de dos. Il est aujourd'hui véritablement dans un état de santé très préoccupant. Après 4 années passées derrière les barreaux, pour l'accusé qui clame toujours son innocence, l'enjeu est de taille. Soit François Darcy allait être acquitté, soit il allait être condamné à une peine de réclusion criminelle importante. Il n'y avait pas de juste milieu. Mais pendant tout son procès, le comportement de François Darcy ne va pas jouer en sa faveur. Quand on lui demande de parler de sa femme, il répond mais sur le ton du café du commerce, elle avait un bon fond. Il aurait pu démontrer à la cour qu'il aimait Sylvie Darcy. Il l'a dit, mais il ne l'a pas dit avec une grande vigueur. Zéro émotion. Ce type n'a pas d'émotion. Il est glacial. Pire,
au mépris des parties civiles, François Darcy ose encore se présenter comme le mari de la victime. François Darcy, il est toujours marié. À l'audience, il portait son alliance. Il l'a toujours. Et lorsque l'homme est amené à s'expliquer devant les jurés, il maintient sa version du guet-apens. François Darcy clame son innocence du début à la fin. Il dit je suis victime. François Darcy a défendu la thèse du traquenard, même si elle ne tient pas. Une attitude obstinée. Mais François Darcy se défend sans vigueur. Il s'est pas défendu en fait. Il avait l'air amorphe, vraiment. Puis il argumente pas. Il y a des tas de choses qui peuvent s'expliquer facilement. D'autres moins. Hein. D'autres qui sont vraiment très troublantes, mais il y a des choses qui s'expliquent très facilement. Il cherchait pas à prouver qu'il était innocent. Il attendait que la cour montre sa culpabilité. Et l'accusé a un atout face à la cour, car dans son dossier, il manque un élément de taille. Le vrai problème de ce dossier, c'est l'arme. On reste toujours coincé sur la même problématique. Si François Darcy s'était infligé un tir tout seul, que serait devenue l'arme? Il ne pouvait pas la cacher sur place, elle aurait été retrouvée. Pour François Darcy comme pour sa mère, sans cette preuve indispensable, la justice pourrait lui donner raison et l'acquitter au bénéfice du doute. Pas d'aveu, pas d'arme de crime, aucune preuve, donc l'acquittement. Il s'est dit, je vais être acquitté et je vais rentrer chez moi. Persuadé que le fait qu'on ne retrouve pas l'arme du crime allait régler tous les problèmes du dossier. Les derniers mots de François Darcy lors de l'audience, ça a été « Je n'ai pas tué ma femme, prenez la bonne décision ». Au soir du 22 septembre 2016, les jurés s'apprêtent à rendre leur verdict. Dans la salle d'audience, la tension est à son comble. Sous le regard de sa mère, pour François Darcy, c'est quitte ou double. Au final, le mari de la victime est déclaré coupable et condamné à une peine de 30 années de réclusion criminelle. Désarçonné, François Darcy campe malgré tout sur ses positions. L'homme totalement abattu va faire devant les journalistes une courte déclaration. On n'a pas d'armes. Et pourtant, on a un homme que la justice a condamné à 30 ans. 30 années de réclusion criminelle, c'est vous dire la détermination des jurés. Ils n'ont pas cru une seconde, mais pas une seconde, qu'il pouvait être innocent. On attendait peut-être plus d'explications de la part de François Darcy. Il les a pas données. François Darcy, on peut considérer qu'il a raté son rendez-vous avec la justice. Si pour les parties civiles ce verdict est un soulagement, pour la mère de François Darcy, tout s'effondre. Justice, où es-tu? Moi, je l'ai pris dans mes bras. Il pleurait tellement. Un chagrin, mais je ne peux pas imaginer. Je lui ai dit, on va te sortir de là. Je viendrai te voir. Voilà. Est-ce que l'arme l'accuse d'un crime particulièrement odieux? Oui, mais qu'il n'a pas commis. Moi, je comprends que des gens puissent penser que c'est lui. Mais moi, je peux pas. Si c'était vrai qu'il l'ait tué, de toute façon, ça serait toujours mon fils.
Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Darcy. Lors de son procès en appel, François Darcy est condamné à 30 ans de réclusion, dont 22 ans de peine incompressible. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. À bientôt. Disparition d'une adolescente en 2003, résolue grâce à un journal intime retrouvé dans le grenier familial. La pluie tombait avec une régularité presque mécanique sur les toits humides de la petite ville, chaque goutte résonnant comme un avertissement silencieux, un écho de ce qui allait se passer. Ce soir-là, Clara Martin n'était jamais rentrée chez elle. 15 ans à peine, cheveux noirs, yeux couleur noisette, une silhouette fragile mais pleine de promesses. Les voisins se rappellent encore avoir entendu son rire s'éteindre dans la brume, une note suspendue, brisée par le vent qui hurlait entre les bâtiments. Personne ne s'attendait à ce que cette disparition transforme une routine tranquille en un labyrinthe de secrets, de mensonges et de révélations inattendues. Tout avait commencé quelques heures plus tôt, avec une dispute anodine entre Clara et sa mère. Rien de dramatique, selon les mots de celle-ci, mais suffisant pour que Clara décide de prendre l'air. Elle avait enfilé son manteau rouge, celui qui rendait son passage impossible à ignorer, et était sortie dans le crépuscule naissant. Le journal intime qu'elle tenait précieusement depuis ses 12 ans restait ouvert sur sa table de chevet, rempli de confidences qu'elle croyait inviolables. Ce même journal, oublié pendant presque une décennie dans le grenier poussiéreux de la maison familiale, allait devenir la clé pour comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Les premières heures qui suivirent sa disparition furent un mélange de panique et de déni. Les appels téléphoniques à ses amis n'aboutissaient pas. Son téléphone portable restait silencieux, et les messages qu'elle avait laissés sur son ordinateur semblaient figés dans le temps, comme si la vie de Clara s'était arrêtée à cet instant précis. La police locale, peu habituée aux cas de disparition prolongée dans cette ville où tout le monde se connaissait, déploya une enquête initiale timide, se concentrant sur les témoins immédiats, les voisins qui avaient vu la silhouette rouge disparaître dans la brume, le concierge qui se souvenait vaguement d'avoir entendu des pas précipités et le bus scolaire qu'elle avait manqué ce jour-là. Tout semblait banal, mais derrière cette banalité se cachait une toile de mystère que personne ne pouvait encore imaginer. Les semaines s'écoulèrent, et l'absence de Clara se transforma en une inquiétude constante, en une douleur sourde qui s'infiltrait dans chaque pièce de la maison. Sa chambre restait intacte, les posters de ses chanteurs préférés et les livres éparpillés sur le sol, témoins muets d'une vie suspendue. Ses parents s'efforçaient de garder l'espoir, mais chaque nuit ramenait l'angoisse plus profondément, jusqu'à ce qu'ils se surprennent à parler d'elle à voix basse, comme si mentionner son nom trop fort pouvait la faire disparaître définitivement. Les médias locaux commencèrent à relayer l'affaire, et bientôt, la petite ville devint un théâtre de regards suspicieux et de chuchotements inquiets. C'est au cours d'un déménagement forcé dans le grenier, des années plus tard, que le journal de Clara fut retrouvé. Une boîte en carton oubliée sous une bâche couverte de poussière, des décennies d'oubli condensés dans le silence. La couverture de cuir, usée par le temps et les doigts qui avaient tant de fois caressé ces pages, portait encore l'odeur de son adolescence. L'odeur du papier ancien et de l'encre, presque tangible, semblait contenir des fragments de sa vie, comme si le temps lui-même avait été suspendu pour attendre d'être lu. Les premiers mots inscrits à l'encre bleue révélèrent un univers intérieur que personne n'avait soupçonné. Clara décrivait ses peurs, ses rêves, ses amitiés et ses inquiétudes dans un style à la fois naïf et d'une lucidité troublante, comme si elle avait anticipé l'importance de ces pages pour ceux qui viendraient chercher des réponses longtemps après sa disparition. Mais pour comprendre ce journal, il fallait remonter au contexte social de cette époque, à la ville elle-même, un endroit où tout semblait immobile, mais où des tensions sourdes se tramaient. La ville, entourée de collines et de forêts denses, avait toujours eu cette réputation de calme trompeur. Les voisins, malgré leur apparente solidarité, gardaient des secrets soigneusement enfouis. Les rumeurs de conflits familiaux, d'adolescents qui disparaissaient brièvement puis réapparaissaient, et de comportements inhabituels dans certains foyers, tout cela formait une toile dense sur laquelle le destin de Clara s'était noué. Son journal allait révéler que la banalité apparente de sa vie n'était qu'une façade, et que derrière les portes closes se cachaient des vérités inquiétantes, des désirs inavoués et des conflits qui n'avaient jamais été résolus. Les premiers passages du journal relatent une adolescence ordinaire.
faite de devoirs, de réunions avec les amis et de conversations animées. Mais rapidement, un ton plus sombre émerge. Clara parle de ses inquiétudes face à certaines personnes dans son entourage, des regards qui semblaient suivre ses gestes, et de conversations qu'elle avait entendues par accident, des mots qui évoquaient des plans ou des secrets dont elle ne devait pas être témoin. Cette lucidité, presque prophétique, semble refléter un instinct de survie, une conscience aiguë des dangers invisibles qui la guettaient. Chaque page devient un fragment de puzzle, chaque phrase un indice qu'il faudra relier pour comprendre la trame complexe de sa disparition. Le journal contient également des détails précis sur sa maison et le quartier, des notes sur les portes laissées entr'ouvertes, sur des objets déplacés, sur des sons étranges la nuit. Clara écrivait avec une précision clinique, presque comme une enquêteuse en herbe. Ces détails, qui semblaient insignifiants à première vue, allaient plus tard guider les enquêteurs lorsqu'ils reprirent l'affaire des années après, en scrutant chaque pièce, chaque recoin, à la recherche des traces que l'adolescente avait laissées derrière elle. Le temps avait effacé les empreintes digitales et les indices matériels. Mais le journal demeurait intact, un témoin silencieux mais implacable de ce qui s'était réellement passé. En le lisant, il devint évident que Clara avait anticipé certaines conséquences de sa disparition. Elle décrivait des sentiments de solitude, de peur et de frustration, mais aussi des moments de courage et de lucidité qui révélaient une maturité précoce. Son écriture alternait entre fragilité et détermination, offrant aux enquêteurs des décennies plus tard un portrait nuancé, humain et terrifiant de ce qu'elle avait vécu. La violence qu'elle pressentait autour d'elle n'était pas seulement physique, mais psychologique, une tension constante qui aurait suffi à déstabiliser n'importe quel esprit jeune. Ces lignes, mises bout à bout, formaient un fil rouge qui conduirait à la vérité, mais il fallait savoir les interpréter correctement. Chaque mot semblait peser lourd, chaque phrase résonnait comme un écho du passé. L'ouverture de ce journal a transformé ce qui était autrefois une affaire froide et oubliée en une enquête palpitante, où la voix de Clara guidait les pas des policiers et des historiens du crime. Ces confidences allaient révéler non seulement les circonstances de sa disparition, mais aussi les dynamiques humaines complexes qui avaient permis qu'elle reste introuvable si longtemps. Les pages, couvertes d'annotations minutieuses et de réflexions intimes, contenaient des indices cruciaux, noms, dates, descriptions, et surtout un récit cohérent qui, lorsqu'il serait assemblé, donnerait un sens à l'inexplicable. Au-delà de l'enquête, ce journal offrait une immersion dans la psychologie d'une adolescente confrontée à un monde qu'elle ne comprenait pas entièrement. Un monde où la confiance pouvait être fatale et où l'intuition devenait un instrument de survie. Lire ces pages, c'était entrer dans son esprit, ressentir ses émotions, ses craintes et suivre ses pensées à mesure qu'elle naviguait dans un réseau de dangers invisibles. Ce mélange de réalisme brut et de sensibilité exceptionnelle allait non seulement aider à résoudre le mystère, mais également rappeler à tous que derrière chaque disparition se cache une histoire humaine, complexe, douloureuse et pleine de nuances. Et c'est ainsi, dans ce grenier poussiéreux, au milieu de cartons oubliés, que le fil de la vérité commença à se tendre. Les enquêteurs, armés de patience et de détermination, allaient bientôt comprendre que ce journal n'était pas simplement un recueil de pensées adolescentes, mais un document vital, une carte secrète du labyrinthe qui avait englouti Clara. Chaque page lui rapprochait un peu plus les forces de l'ordre de la réponse, révélant des liens. Les pages du journal devenaient plus lourdes de signification à mesure que les enquêteurs s'enfonçaient dans la lecture. Clara décrivait des interactions avec des voisins, des camarades de classe et même des inconnus qu'elle avait croisés au hasard. Ce qui paraissait anodin à première vue prenait un relief inquiétant. Un regard insistant à la sortie de l'école, une voiture qui ralentissait trop longtemps près de chez elle, un inconnu qui semblait connaître ses habitudes mieux qu'elle ne le souhaitait. Tout s'imbriquait dans une tension constante, un réseau subtil de présences, de gestes et de paroles qui, réunis, dessinaient un tableau terrifiant de la vulnérabilité de Clara et de la surveillance à laquelle elle était exposée. Le journal révélait également des fragments de conversations entendues par hasard, des confidences échangées dans le quartier, des propos que Clara avait notés avec une précision minutieuse. Certains passages décrivaient des menaces voilées, des intimidations subtiles et des silences pesants. On pouvait sentir à travers ces mots la peur qu'elle tentait de maîtriser, la lucidité d'une jeune fille qui percevait des dangers que les adultes autour d'elle semblaient ignorer.
Ces indices allaient guider l'enquête bien des années plus tard, en révélant des motifs, des comportements et surtout les failles dans le réseau social qui auraient permis sa disparition. La ville, elle, conservait ses secrets comme on enferme des trésors ou des fantômes dans un coffre. Les rues pavées, les maisons étroites et les jardins clos semblaient paisibles au premier regard. Mais il suffisait d'un peu d'attention pour discerner des fissures dans cette façade. Les témoins qui avaient initialement parlé à la police avaient peu à peu effacé leurs souvenirs ou modifié leurs récits, consciemment ou non. Certains étaient troublés par la culpabilité, d'autres par la peur. Mais le journal de Clara offrait une sorte de vérité objective, un fil que personne ne pouvait manipuler ou ignorer. Alors que les enquêteurs relisaient les pages, un détail attire particulièrement l'attention. Clara avait décrit un lieu précis, un vieux hangar à l'écart de la ville, où elle avait été attirée par un camarade qui s'était montré insistant pour lui montrer un secret. Les mots étaient innocents, presque naïfs, mais leur contexte, associé aux autres indices du journal, suggérait une menace. La précision avec laquelle elle décrivait l'endroit, la position des objets, l'état de délabrement des murs et le bruit du vent dans les interstices allaient devenir crucial pour la reconstitution des événements. C'est comme si Clara, en écrivant, avait tracé une carte invisible que seuls ceux capables de lire entre les lignes pourraient suivre. Le journal ne se contentait pas de relater la peur et la vigilance. Il révélait aussi des aspects intimes de sa vie, ses relations avec les amis, ses ambitions et la manière dont elle essayait de comprendre le monde adulte qui l'entourait. Ces passages, doux et sensibles, contrastaient violemment avec les détails inquiétants de la menace qu'elle pressentait. La juxtaposition de l'innocence adolescente et du danger imminent renforçait la tension et donnait une dimension humaine profonde au récit. On sentait que chaque mot écrit par Clara était une tentative de se protéger, d'anticiper ce qui pourrait arriver, mais aussi de laisser une trace, un témoignage de sa vie qui pourrait un jour être retrouvé. Les enquêteurs ont commencé à reconstruire mentalement les dernières heures de Clara à partir de ses notes. L'adolescente avait quitté la maison en pleine soirée, marchant le long des rues connues, mais avec une vigilance inhabituelle. Le journal indiquait ses pensées, ses stratégies pour éviter certaines personnes, les raccourcis qu'elle prenait et les lieux où elle se sentait observée. Chaque détail minime, comme le craquement d'un portail ou la lumière d'une fenêtre laissée ouverte, prenait une importance capitale. Le journal ne laissait rien au hasard, et c'est cette minutie qui allait transformer une enquête stagnante en une série de pistes tangibles. Au fur et à mesure que la lecture avançait, il devint évident que Clara avait développé une perception presque surnaturelle des dangers. Elle notait des schémas, des comportements répétitifs et des indices qui auraient échappé à un adulte distrait. Les enquêteurs réalisèrent que le journal n'était pas seulement un témoignage, c'était un manuel de survie, un plan minutieux laissé pour guider ceux qui chercheraient la vérité. Chaque phrase, chaque ponctuation semblait choisie pour signaler un point critique, une information essentielle cachée dans le flux d'une écriture fluide et spontanée. Le temps avait effacé beaucoup de traces physiques, mais le journal maintenait une présence tangible. Les émotions de Clara, la peur, l'espoir, la curiosité et la détermination transparaissaient à chaque ligne. On pouvait presque entendre sa voix, sentir son rythme cardiaque dans la tension de ses phrases, partager son anxiété et son courage. Pour les enquêteurs, cette dimension humaine apportait un contexte indispensable, permettant de comprendre non seulement le déroulement des événements, mais aussi l'impact psychologique que cette expérience avait eu sur elle. Des recherches sur le quartier révélèrent des détails corroborant les observations de Clara. Un voisin se souvenait d'une silhouette rouge marchant seule près du hangar qu'elle avait décrit. D'autres évoquaient des voitures suspectes circulant à des horaires inhabituels, des sons étranges la nuit, des comportements d'adultes qui semblaient suivre certains adolescents. Ces témoignages, confrontés au journal, commencèrent à former une trame cohérente, transformant la confusion initiale en une direction claire pour l'enquête. Le travail était méticuleux, chaque indice analysé, chaque mot de Clara pesé, chaque ligne du journal décryptée avec une attention presque obsessionnelle. Alors que les jours se succédaient, une dynamique nouvelle s'installa dans l'équipe d'enquête. Le journal n'était plus seulement un recueil de mots, il était devenu le protagoniste silencieux, guidant les policiers à travers les méandres de la mémoire et de l'espace. Les pages révélaient des patterns, des comportements, des motivations et surtout des secrets cachés que Clara avait perçus mais que personne n'avait jamais voulu voir. La reconstitution du parcours de l'adolescente s'accélérait, mais elle était encore incomplète.
chaque réponse soulevant de nouvelles questions et chaque découverte conduisant à un labyrinthe plus profond de mystères à résoudre. Parallèlement, les enquêteurs s'intéressèrent à la psychologie de ceux qui avaient pu interagir avec Clara cette nuit-là. Le journal mentionnait des signes de manipulation, de menaces subtiles et de contrôle émotionnel. Ces observations, formulées par une jeune adolescente, s'avérèrent précises et troublantes lorsqu'elles furent analysées par des experts en comportement. Clara, sans le savoir, avait fourni une carte de l'esprit de ceux qui l'entouraient, et cette carte allait devenir indispensable pour comprendre les intentions cachées et les actions qui avaient conduit à sa disparition. Au fil des jours, l'intensité de l'enquête ne faisait que croître. Chaque phrase lue du journal ajoutait une pièce au puzzle. Les enquêteurs se retrouvaient plongés dans un monde où le danger et l'innocence coexistaient, où la naïveté pouvait être fatale, et où la perspicacité d'une adolescente offrait la clé de toute la vérité. Les lignes de Clara étaient comme des signaux lumineux dans l'obscurité, guidant pas à pas les enquêteurs à travers les zones d'ombre de la ville et de la mémoire collective. Ce premier contact approfondi avec le journal permit de comprendre une chose essentielle. La disparition de Clara n'était pas un incident isolé, mais le résultat d'un enchevêtrement complexe de circonstances, d'observations et de décisions humaines. Les fragments d'informations dispersés dans le temps et l'espace commençaient à former un récit cohérent, où chaque détail avait sa raison d'être. Le journal était la voix de Clara, mais aussi celle de la vérité, et bientôt, il allait ouvrir la voie à des révélations que personne n'aurait pu anticiper. Les enquêteurs, désormais immergés dans l'univers de Clara, commencèrent à percevoir la subtilité des détails que le journal révélait. Il ne s'agissait plus seulement d'observations isolées. Chaque mot, chaque description était un fragment d'un tableau plus vaste, une mosaïque où la banalité de la vie quotidienne côtoyait l'ombre du danger. Clara écrivait sur les rues familières, les parcs, les ruelles étroites, mais chaque lieu était marqué d'une tension invisible. Les sons, les lumières, les odeurs qu'elle percevait semblaient avoir été gravés dans sa mémoire avec une précision quasi photographique. Pour les enquêteurs, ces descriptions devenaient des repères, des indices sensoriels capables de reconstruire le parcours de cette adolescente disparue. Une mention répétée dans le journal attira particulièrement l'attention. Un petit café situé à quelques pas de son école, où Clara s'arrêtait parfois après les cours. Elle y avait observé des visages inconnus, noté des détails sur des conversations à voix basse et même sur des objets laissés à l'abandon sur une table. Les enquêteurs comprirent que ce lieu n'était pas anodin. Il représentait un point de convergence, un endroit où Clara avait perçu la présence d'une menace. En visitant le café des années plus tard, ils découvrirent que certains objets qu'elle avait décrits avaient disparu, mais que la disposition générale correspondait à ses notes. Le journal agissait comme un témoin fidèle, intouchable par le temps, capable de guider l'enquête dans un terrain où les souvenirs humains s'effritent. Parallèlement, les détectives étudièrent les relations sociales de Clara. Les noms de ses camarades, des voisins, et même de membres de sa famille étaient consignés avec minutie. Certaines descriptions semblaient anodines, d'autres contenaient des indices inquiétants, un regard insistant, un comportement inhabituel, des absences inexpliquées. En confrontant ces notes avec les dossiers de police et les témoignages précédents, ils commencèrent à discerner un schéma. Les interactions répétitives, les coïncidences troublantes et les situations étrangement similaires formèrent un motif de harcèlement et d'oppression, subtil mais constant. Clara avait perçu ce réseau de tensions et le journal devenait le fil conducteur permettant de relier des événements auparavant disparates. Les pages révélaient également un aspect que personne n'avait pris au sérieux à l'époque. Clara mentionnait des messages anonymes laissés dans sa boîte aux lettres, des coups de fil étranges et des signes de suivi dans les rues. La jeune fille, consciente de sa vulnérabilité, avait adopté des stratégies de protection, changeant parfois d'itinéraire pour rentrer chez elle ou évitant certains lieux. Ces détails, notés avec un mélange d'angoisse et de lucidité, fournirent aux enquêteurs des informations précieuses sur le modus operandi de l'auteur présumé de sa disparition. Chaque comportement suspect, chaque anomalie, devenait un indicateur permettant de cartographier la menace. Un passage du journal bouleversa particulièrement l'équipe. Clara évoquait un sentiment de danger imminent dans sa propre maison. Elle décrivait des portes qu'elle retrouvait ouvertes alors qu'elle était certaine de les avoir fermées, des bruits nocturnes et une sensation constante d'être observée. Les enquêteurs réalisèrent que la menace ne venait pas seulement de l'extérieur, mais pouvait aussi être liée à des personnes proches,
des individus en qui Clara avait confiance, mais qui manifestaient des comportements inquiétants. Cette révélation transforma leur approche, les incitant à réévaluer des témoignages et à reconsidérer les relations de Clara avec son entourage immédiat. Le journal n'était pas seulement un recueil d'observations, mais aussi un espace de réflexion intime. Clara y exprimait ses émotions, ses espoirs et ses peurs, avec une clarté qui frappait les enquêteurs. On y lisait des fragments de conversations imaginaires, des dialogues avec elle-même et des stratégies qu'elle envisageait pour se protéger. Ces passages révélaient une adolescente consciente de sa vulnérabilité, mais dotée d'une force intérieure remarquable. Les enquêteurs comprirent que cette lucidité allait devenir leur guide principal pour reconstituer le cheminement de sa disparition. En recoupant les informations, ils identifièrent un schéma temporel précis. Les mentions de certains jours, de certaines heures et de comportements récurrents permirent de déterminer des fenêtres de vulnérabilité. Clara avait noté des détails sur des événements qui semblaient insignifiants. Un train en retard, une livraison de colis inhabituelle, une conversation entre voisins. Mais ensemble, ces fragments révélèrent des moments clés où la surveillance de Clara s'était intensifiée et où la possibilité d'une confrontation avec la personne responsable de sa disparition était la plus élevée. Le journal agissait comme un chronomètre psychologique, ponctuant le récit de Clara de signaux précis pour guider la compréhension des enquêteurs. L'examen des lieux cités dans le journal permit également de découvrir des éléments matériels oubliés ou négligés, des objets déplacés, des traces de pas anciennes et même des inscriptions effacées sur des murs devinrent des témoins silencieux du passé. Chaque visite sur le terrain, accompagnée de la lecture attentive du journal, rapprochait les enquêteurs de la reconstitution complète de la trajectoire de Clara. L'ombre de la disparition se transformait progressivement en un chemin concret, jalonné de preuves et d'indices tangibles. Le journal révélait aussi des signes de manipulation psychologique. Clara avait perçu des contradictions dans le comportement des adultes autour d'elle, des promesses non tenues et des attitudes ambiguës qui semaient le doute. Ces observations permirent aux enquêteurs de comprendre les dynamiques de pouvoir et de contrôle présentes dans son environnement. Ils commencèrent à identifier des individus dont les comportements étaient systématiquement liés à l'inquiétude et à la peur de Clara. Ces analyses psychologiques devinrent des outils essentiels pour tracer la logique de l'auteur et anticiper ses actions. Au fil de l'investigation, le journal devint le centre névralgique de l'enquête. Chaque phrase de Clara, chaque note, chaque détail apparemment insignifiant prenait une importance stratégique. Les enquêteurs étaient comme des archéologues du quotidien, déchiffrant les indices laissés par une adolescente pour comprendre un événement tragique longtemps resté énigmatique. La tension montait à mesure que le puzzle se précisait, et l'espoir de découvrir la vérité se mêlait à la gravité du récit, donnant aux policiers un sentiment d'urgence et d'obsession. Le journal ne révélait pas seulement le passé, il ouvrait une porte sur l'âme de Clara. Sa perception du danger, sa capacité d'observation et sa volonté de documenter chaque détail constituaient un témoignage vivant, presque tangible, qui transcenda les années. Pour les enquêteurs, il devenait évident que le document ne se limitait pas à un simple support écrit, mais qu'il incarnait la mémoire de Clara, la voix de sa raison et de son courage face à l'inconnu. Chaque ligne était un phare dans l'obscurité, chaque mot un appel à la justice, chaque page un fragment de vérité prêt à être découvert. Alors que les enquêteurs poursuivaient leur lecture attentive du journal, un détail qu'ils avaient auparavant négligé prit soudain une dimension capitale. Clara mentionnait un petit parc situé à la lisière de la ville, un endroit que tous considéraient comme inoffensif, mais qui, selon ses mots, vibrait d'une énergie étrange à certaines heures de la journée. Elle décrivait des bancs usés par le temps, des lampadaires vacillants et des sentiers bordés de haies qui formaient des corridors presque secrets. Ce parc, que la plupart des habitants traversaient sans y prêter attention, devenait aux yeux des enquêteurs un lieu central, un point où la trajectoire de Clara pouvait être reconstruite. Le journal précisait les jours et les heures exactes de ses visites, ainsi que l'attitude des passants, certains qu'elle observait avec une vigilance quasi obsessionnelle. En visitant le parc des années plus tard, les enquêteurs ressentirent immédiatement l'atmosphère décrite par Clara. L'air était dense, chargé d'une mélancolie silencieuse. Les bancs étaient toujours là, témoins muets des conversations et des rendez-vous manqués. Les lampadaires, bien que modernisés, laissaient encore passer des ombres troublantes. Les sentiers, à première vue anodins, semblaient former un labyrinthe invisible.
révélant la précision de l'œil de l'adolescente et sa capacité à percevoir des détails imperceptibles pour les adultes. Chaque pas dans ce parc devenait un voyage dans sa perception du monde, et chaque coin d'ombre une pièce du puzzle de sa disparition. Mais ce qui frappa le plus les enquêteurs fut la répétition de certaines observations. Clara notait des visages inconnus qui semblaient la suivre, des voitures garées à des endroits précis, et même des silhouettes aperçues à travers les fenêtres des immeubles environnants. Elle ne donnait pas de nom, mais la régularité des détails créait un motif invisible qui semblait orchestré par un observateur méthodique. Le journal transformait ces fragments en une cartographie psychologique et spatiale, permettant de retracer non seulement les mouvements de Clara, mais aussi ceux de la personne ou des personnes qui la surveillaient. En parallèle, l'équipe examina de plus près les interactions de Clara avec ses camarades. Certaines amitiés paraissaient superficielles, d'autres presque stratégiques. Les notes du journal révélaient que l'adolescente avait développé des stratégies pour éviter certains individus et tester la fiabilité d'autres. Elle décrivait des conversations avec une lucidité remarquable, notant les contradictions, les hésitations et les regards fuyants. Ces observations minutieuses permirent aux enquêteurs de dresser un portrait psychologique précis de son entourage immédiat, mettant en lumière des relations qui, auparavant, avaient été jugées banales ou inoffensives. Un passage particulièrement troublant relatait un incident où Clara avait senti une présence constante à proximité de son domicile. Elle évoquait des pas derrière sa porte, des objets déplacés et des sensations de malaise inexplicables. Le journal n'était pas seulement un outil de mémoire, mais un mécanisme d'alerte précoce, capturant les indices subtils de surveillance et de menace. Les enquêteurs comprirent que ces descriptions constituaient la clé pour identifier la personne responsable, en reliant ces incidents à des comportements répétés, à des patterns qui avaient échappé à l'œil humain lors de l'enquête initiale. Alors que la lecture se poursuivait, le journal révéla une autre facette du mystère, des références à un lieu abandonné à l'extérieur de la ville, un ancien entrepôt que Clara avait visité par curiosité et qu'elle avait décrit avec une précision presque architecturale. Les enquêteurs, intrigués, se rendirent sur place. L'entrepôt, désormais délabré et envahi par la végétation, correspondait aux descriptions du journal. Chaque fenêtre cassée, chaque recoin sombre, chaque trace de passage semblait résonner avec les mots de Clara. Cet endroit devint rapidement un pivot de l'enquête, un point où passé et présent se rejoignaient, où la réalité physique corroborait les observations écrites de l'adolescente. Les notes détaillaient aussi des interactions avec des adultes qui avaient exercé une influence ambiguë sur Clara. Certains étaient protecteurs, d'autres manipulateurs et quelques-uns manifestaient des comportements inquiétants, difficiles à interpréter. L'analyse attentive du journal permit de distinguer les nuances. Clara percevait instinctivement les intentions derrière les gestes et les paroles, et son écriture reflétait une maturité psychologique surprenante pour son âge. Les enquêteurs commencèrent à comprendre que ces relations étaient cruciales pour reconstituer le contexte de sa disparition et identifier les failles dans la surveillance qu'elle subissait. Un autre aspect fascinant du journal était la capacité de Clara à noter des détails chronologiques précis. Elle écrivait les heures, les conditions météorologiques et même les changements subtils dans la lumière ou les sons environnants. Ces données, lorsqu'elles furent recoupées avec les rapports météorologiques et les caméras de surveillance encore existantes, confirmèrent la fidélité de ces observations. Chaque entrée du journal devenait un repère temporel, une preuve silencieuse que la jeune fille avait vécu chaque moment avec une intensité et une conscience exceptionnelles. Au fil des pages, un motif de menace constante émergea. Des individus inconnus, observateurs réguliers de ces déplacements, qui apparaissaient dans des contextes variés mais toujours liés à des points stratégiques identifiés par Clara. Les enquêteurs commencèrent à relier ces apparitions à des événements passés, à des incidents signalés mais jamais associés à sa disparition. Le journal révélait ainsi un réseau invisible de surveillance et de contrôle, un fil conducteur que seule la perception fine et attentive de Clara avait pu tracer. Le plus surprenant fut sans doute la lucidité avec laquelle Clara envisageait sa propre sécurité. Elle notait les itinéraires alternatifs, les personnes fiables, les signaux d'alerte et les comportements suspects avec une précision presque clinique. Ces stratégies, bien que naïves par moments, démontraient une compréhension intuitive des risques et une volonté de se protéger malgré son jeune âge. Pour les enquêteurs, ces notes devenaient des cartes stratégiques,
des plans d'action potentiels pour comprendre non seulement les circonstances de sa disparition, mais aussi la psychologie de l'auteur présumé. Alors que la tension montait, le journal révéla un élément inattendu. Un rendez-vous manqué, noté par Clara avec une minutie obsessionnelle. Elle décrivait l'endroit, l'heure exacte et la personne qu'elle devait rencontrer. Cette entrée, d'abord perçue comme anodine, devint la pièce manquante du puzzle. Les enquêteurs identifièrent les lieux autour du rendez-vous et constatèrent des anomalies, objets déplacés, traces récentes et un alignement de faits qui n'avaient jamais été pris au sérieux. Le journal, par cette simple mention, permit de créer une connexion directe entre l'adolescente et les événements qui avaient conduit à sa disparition, ouvrant la voie à une compréhension profonde et inédite du mystère. Chaque page tournée renforçait la conviction des enquêteurs. Le journal n'était pas seulement un témoignage, mais une véritable carte du temps, de l'espace et des relations humaines. Il révélait des schémas invisibles, des menaces dissimulées et des indices psychologiques que seule une lecture attentive pouvait dévoiler. Le récit de Clara, écrit avec courage et perspicacité, devenait ainsi le moteur principal de l'enquête, un instrument capable de transformer l'ombre en lumière et de révéler des vérités longtemps enfouies sous le poids du silence et de l'oubli. Le journal, ouvert sur le bureau poussiéreux, semblait presque vibrer sous les doigts des enquêteurs. Chaque ligne était un fil tendu, une corde invisible qui reliait les événements, les lieux et les personnes avec une précision troublante. Clara y écrivait non seulement ce qu'elle voyait, mais aussi ce qu'elle sentait, les frissons qui parcouraient son dos en croisant un regard, le poids du silence dans un couloir, l'écho lointain de pas qui ne lui appartenaient pas. Ces sensations, traduites en mots, étaient autant d'indices que de témoins silencieux. L'équipe commença à dresser une chronologie détaillée des moments où Clara avait perçu un danger imminent, recoupant ses impressions avec les signalements disparates d'adultes, de voisins et de camarades. La cohérence qui se dessinait était troublante. Chaque peur anticipée par l'adolescente correspondait à un incident réel, souvent ignoré ou minimisé à l'époque. Au fil de la lecture, un nom émergea avec insistance, écrit à peine de façon lisible, presque effacé, une figure ambiguë qui apparaissait dans plusieurs passages, toujours à proximité des lieux décrits par Clara. L'ombre de cette personne, décrite par des gestes subtils et des détails minimes, semblait se mouvoir comme un spectre autour de l'adolescente. Les enquêteurs comprirent que cette figure était le lien invisible entre les différents incidents, celle ou celui qui avait suivi Clara, observé ses routines et peut-être orchestré sa disparition. La simple mention de ce nom fit frissonner la pièce, et pourtant, il fallait avancer, creuser plus profondément, comprendre le motif derrière cette présence persistante. Le journal révélait aussi la vie intérieure de Clara, ses pensées les plus intimes et ses angoisses. Elle écrivait sur la peur de ne pas être entendue, de ne pas être crue, et sur la solitude qui pesait malgré l'entourage familial et amical. Ces passages, riches en émotions, n'étaient pas de simples confidences d'adolescentes. Ils étaient la carte psychologique de quelqu'un qui sentait venir le danger et cherchait désespérément des repères. Les enquêteurs, en parcourant ces lignes, ressentaient le vertige de sa lucidité et l'urgence de son écriture. Chaque mot était une tentative de survivre, de laisser une trace qui pourrait un jour dévoiler la vérité. Les descriptions de ces déplacements prirent une dimension stratégique. Clara avait noté des chemins détournés, des abris potentiels, des fenêtres donnant sur des zones accessibles et même des expressions faciales de personnes inconnues qu'elle croisait. Ces observations détaillées permirent aux enquêteurs de reconstruire ces derniers mouvements avec une précision presque chirurgicale. Il ne s'agissait plus simplement de savoir où elle était allée, mais de comprendre le réseau invisible de surveillance et de menaces dans lequel elle était prisonnière. Chaque parcelle de son quotidien, minutieusement consignée, devenait un indice tangible dans une enquête que le temps avait rendue presque intangible. Une autre révélation surgit dans le journal, un message codé, écrit de manière énigmatique, utilisant des initiales et des symboles que Clara seule semblait comprendre. Cette notation n'était pas un simple jeu. C'était un moyen de communiquer un avertissement ou une observation sans que quiconque d'autre puisse la comprendre. Les enquêteurs passèrent des jours à déchiffrer ce code, confrontant chaque symbole à des lieux, des dates et des comportements enregistrés dans d'autres parties du journal. Peu à peu, une carte mentale du danger émergea, reliant les endroits visités par Clara, les personnes croisées et les moments critiques où sa sécurité avait été compromise.
L'équipe se concentra également sur les passages décrivant l'environnement familial. Clara parlait de la maison avec une acuité surprenante, notant les entrées et sorties, les bruits inhabituels, les objets déplacés. Ces détails, longtemps négligés, prirent une importance cruciale. Il suggérait qu'elle était consciente d'une intrusion progressive dans son espace personnel, que ce soit par des inconnus ou par des personnes supposément proches. Chaque description devint une pièce du puzzle psychologique, révélant la complexité de son quotidien et la sophistication de ses observations. Au fur et à mesure que les enquêteurs approfondissaient de la lecture, un motif récurrent de rendez-vous manqués et de signes ignorés apparut. Clara écrivait sur des rencontres annulées, des messages non reçus et des présences mystérieuses qui semblaient apparaître et disparaître selon un rythme presque calculé. Ces éléments, disséminés dans le journal, semblaient former une toile complexe que seule la vision d'une jeune fille sensible et attentive pouvait percevoir. L'analyse croisée permit de découvrir que certains de ces rendez-vous correspondaient à des moments où des témoins avaient signalé des anomalies, jamais connectées à sa disparition à l'époque. Un détail particulièrement perturbant concernait une série d'objets déplacés à son domicile et autour de ses lieux habituels. Clara mentionnait des livres, des vêtements et même des objets personnels qui semblaient changer de place de manière répétée. Ces notes, apparemment banales, révélèrent aux enquêteurs l'existence d'une surveillance méthodique, presque obsessionnelle. L'auteur présumé utilisait ces déplacements pour exercer un contrôle psychologique, pour instiller la peur et la confusion, et ces passages devinrent rapidement des indices cruciaux pour comprendre la dynamique de l'enlèvement ou de l'isolement de l'adolescente. Le journal décrivait aussi la vie scolaire, où Clara percevait les tensions et les alliances avec une clairvoyance étonnante. Les enseignants, les camarades et les figures d'autorité étaient scrutés avec une acuité qui permettait de comprendre les relations de pouvoir, les jalousies et les comportements ambigus. Chaque note constituait un indice sur l'atmosphère générale, sur les influences invisibles qui pouvaient avoir un impact direct ou indirect sur sa sécurité. Les enquêteurs commencèrent à relier ces observations aux personnes interrogées des années plus tôt, découvrant des contradictions et des omissions qui avaient échappé à l'enquête initiale. Un passage clé révélait l'intuition de Clara face à une rencontre spécifique. Elle avait senti une hostilité subtile, une menace voilée, et avait consigné le comportement et les paroles de l'adulte concerné avec une précision presque journalistique. En recoupant cette entrée avec des rapports historiques et des témoignages, les enquêteurs purent identifier une personne qui apparaissait régulièrement dans les observations de Clara et qui n'avait jamais été suspectée. Cette découverte transforma la trajectoire de l'enquête. Ce n'était plus une disparition isolée, mais une dynamique complexe de surveillance, de menaces et de manipulation, méticuleusement documentée par l'adolescente. Enfin, la lecture révéla un passage où Clara, dans un mélange d'angoisse et de lucidité, avait anticipé ce qui pourrait se passer si personne ne la croyait ou ne la protégeait. Elle écrivait « Si quelqu'un lit ceci et que je disparais, il saura que j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû. » Ces mots, simples mais d'une intensité déchirante, prirent aux enquêteurs aux tripes. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était un appel à l'attention, une tentative de créer un lien invisible avec le futur, un message codé dans le temps qui allait permettre de reconstruire le chemin de la vérité. Le journal devint alors bien plus qu'un recueil de pensées adolescentes. Il se transforma en un document stratégique, une carte du temps et de l'espace, un guide pour comprendre la psychologie de Clara et celle de ceux qui la surveillaient. Chaque ligne rapprochait les enquêteurs de la vérité. Chaque page révélait une facette du mystère qui avait échappé aux autorités pendant des années, et chaque mot témoignait du courage et de la clairvoyance d'une jeune fille face à un danger que peu auraient pu percevoir. La lecture du journal n'était plus seulement une recherche de faits, elle était devenue une immersion totale dans l'esprit de Clara, dans son univers où chaque geste, chaque ombre et chaque mot prenaient une dimension dramatique et presque prophétique. Les enquêteurs se trouvaient confrontés à la lucidité d'une adolescente qui voyait au-delà du visible, qui décodait les intentions cachées et les menaces diffuses que la société adulte préférait ignorer. Chaque phrase, chaque virgule semblait crier une vérité qui attendait d'être libérée, et pourtant, le danger invisible persistait dans les marges de ses écrits, prête à surgir comme une ombre dans le silence. Une section du journal révéla l'existence d'un lieu récurrent, un parc abandonné à la périphérie de la ville, que Clara décrivait comme un point d'observation où elle avait senti des présences suspectes.
Les notes étaient détaillées, l'emplacement des bancs, l'alignement des arbres, les angles de visibilité, tout était consigné avec une minutie obsessionnelle. Les enquêteurs comprirent que ce parc n'était pas un simple endroit de loisirs, mais un théâtre silencieux où se jouait une partie de son destin. Une inspection sur le terrain révéla des traces subtiles, une empreinte de pas partiellement effacée, des fragments de papier jauni et un petit objet métallique qui pourrait avoir été perdu par la personne qu'elle observait. Ces indices, longtemps invisibles, prirent une importance cruciale pour comprendre la dynamique de la disparition. Les passages suivants exposaient une stratégie de communication presque cryptée. Clara écrivait sur les signes qu'elle laissait derrière elle, des marques sur des pages, des positions d'objets ou des notes chiffrées, pour guider quiconque la chercherait. Les enquêteurs, fascinés, commencèrent à relier ces éléments à des souvenirs, des témoignages et des lieux notés dans le journal, révélant un réseau de messages cachés qui menait à une compréhension plus profonde de ce qui s'était passé. Il était clair que Clara, anticipant son isolement, avait préparé une cartographie de son monde pour que, même si elle disparaissait, quelqu'un pourrait retracer son chemin et découvrir la vérité. Les indices psychologiques étaient également saisissants. Clara parlait de l'effet que les regards, les gestes et les silences avaient sur elle, sur la manière dont elle ressentait les intentions des autres. Ces observations, à première vue anodines, permettaient de reconstruire les interactions avec des individus spécifiques et de comprendre comment certains comportements apparemment innocents étaient en réalité des manifestations de contrôle et de manipulation. Les enquêteurs commencèrent à percevoir le réseau de domination invisible dans lequel Clara avait été prise. Et cette compréhension leur offrit une perspective nouvelle sur les forces qui avaient orchestré sa disparition. Un détail troublant apparut dans une série de pages où Clara mentionnait des bruits étranges à proximité de sa chambre. Grincements, portes qui claquent sans raison, ombres fugaces. Ces observations, ponctuées d'anxiété et de précaution, révélaient la présence constante de quelqu'un qui surveillait ses moindres mouvements. Le fait qu'elle ait consigné ces détails dans le journal permit aux enquêteurs d'identifier des moments précis et des zones spécifiques où la menace était tangible. En recoupant ces notes avec les rapports anciens et les témoignages des voisins, une image claire du schéma de harcèlement et de surveillance commença à se dessiner. L'analyse linguistique du journal offrit également des révélations inattendues. Clara utilisait certains mots et expressions de manière répétitive, créant des motifs de pensée qui indiquaient non seulement sa peur, mais aussi son raisonnement et sa capacité d'anticipation. Les enquêteurs constatèrent que ces motifs pouvaient être interprétés comme des alertes codées, une façon pour elle de consigner ce qui, dans son esprit, était le plus menaçant. Chaque répétition, chaque accentuation d'un mot offrait un indice sur la chronologie des événements et sur les individus qui avaient une influence directe sur sa vie. Un élément clé concernait la relation de Clara avec un camarade de confiance, une personne à qui elle confiait certaines pensées, mais pas toutes. Le journal dévoilait une ambivalence dans cette relation. D'un côté, une source de réconfort, de l'autre, une complexité de dépendance et de peur, car Clara percevait parfois des réactions suspectes ou des hésitations inquiétantes. Les enquêteurs réalisèrent que cette figure pouvait avoir involontairement fourni des informations aux personnes qui la surveillaient, ou au moins avoir été un témoin indirect des événements, offrant ainsi un maillon supplémentaire dans la chaîne de la vérité. Le journal décrivait également des incidents de la vie quotidienne avec une acuité qui révélait les stratégies de survie de Clara. Elle notait les horaires, les mouvements, les bruits et même les comportements animaux qui, à première vue, semblaient insignifiants, mais qui, combinés, donnaient une lecture presque parfaite de son environnement. Les enquêteurs furent frappés par le contraste entre l'ordinaire et l'extraordinaire et comprirent que chaque détail, chaque instant avait été scruté pour détecter la menace invisible qui pesait sur elle. Les passages sur la solitude et le sentiment d'invisibilité étaient particulièrement poignants. Clara écrivait sur le fait d'être ignorée par ceux qui auraient pu la protéger, sur l'incompréhension des adultes et sur la difficulté de faire entendre sa voix dans un monde indifférent. Ces lignes, riches en émotions, humanisaient l'enquête, rappelant que derrière chaque indice et chaque trace, il y avait une personne réelle, une vie suspendue entre la peur et l'espoir. Les enquêteurs ressentaient le poids de ces mots, et cette empathie alimentait leur détermination à résoudre le mystère. Un tournant survint lorsqu'une série de pages révélait une observation particulièrement détaillée d'un individu suspect près du domicile familial.
Clara avait noté ses gestes, ses horaires, et même des phrases murmurées à voix basse. Ces détails, associés à d'autres passages, permirent aux enquêteurs d'identifier un schéma répétitif de comportement et de localisation. La logique de la traque, dissimulée dans le texte, se révéla. Il s'agissait d'une surveillance méthodique, ciblée et planifiée. Chaque élément du journal devenait une preuve silencieuse, un témoignage que le temps avait préservé et que la justice pourrait enfin exploiter. Enfin, les pages les plus récentes, écrites avec une urgence palpable, montraient que Clara avait anticipé sa propre disparition. Elle avait consigné les lieux sûrs, les signes de danger et même les indices qu'elle laissait derrière elle pour guider un futur lecteur vers la vérité. Ces notes étaient plus qu'un journal intime. Elles étaient un plan, un message codé destiné à survivre à l'ombre qui la menaçait. Pour les enquêteurs, la lecture de ces lignes était à la fois effrayante et libératrice. Elle contenait les clés qui allaient permettre, des années plus tard, de comprendre ce qui s'était réellement passé, de retracer son parcours et de mettre au jour la vérité cachée derrière la disparition. La tension monta à mesure que les enquêteurs pénétraient dans les derniers chapitres du journal. Chaque page semblait vibrer d'une énergie contenue, un mélange d'angoisse, de prévoyance et de lucidité aiguë qui frappait quiconque lisait ces lignes avec la conscience du temps écoulé. Clara n'était plus simplement une adolescente disparue. Elle était devenue un fil conducteur entre le passé et le présent, un témoin silencieux dont les mots refusaient de s'éteindre dans l'oubli. Le journal n'était plus un simple objet, mais une carte, un miroir où se reflétaient les intentions et les secrets de ceux qui l'avaient observé, contrôlé et finalement isolé. Une révélation surgit lorsque les enquêteurs découvrirent une série de phrases codées, subtilement inscrites entre les lignes, utilisant des abréviations, des symboles et des motifs récurrents. Ces passages, à première vue insignifiants, révélèrent un schéma précis de rencontres, de trajets et de comportements suspectés chez des individus fréquentant le voisinage immédiat. Le journal était devenu un réseau de filaments invisibles, un guide pour démêler la complexité de la disparition. Chacune de ces entrées servait de preuve indirecte, une empreinte laissée par Clara pour assurer que sa voix ne serait pas étouffée par le silence des années. L'attention des enquêteurs se porta ensuite sur les dates et heures consignées avec une précision obsessionnelle. Clara avait noté des événements mineurs, une porte laissée entr'ouverte, un téléphone oublié, un moteur de voiture démarrant au loin, mais ces détails prenaient maintenant une dimension cruciale. En recoupant ces informations avec les dossiers policiers et les témoignages des voisins, une carte chronologique apparut, révélant les mouvements d'un individu précis qui semblait avoir suivi la jeune fille sur plusieurs semaines. Chaque coïncidence, chaque alignement d'événements qui avait été ignoré à l'époque se révéla désormais comme une preuve incontournable de la traque méthodique dont elle avait été victime. Une observation particulière attira l'attention des enquêteurs. Clara mentionnait régulièrement un « témoin muet », un chat errant qui apparaissait à certains moments critiques près de sa maison et des lieux qu'elle fréquentait. Ces passages, empreints d'une poésie presque macabre, indiquaient que Clara percevait ce félin comme un observateur fidèle, un gardien involontaire de sa sécurité. Les enquêteurs, intrigués, commencèrent à retracer ses apparitions, comprenant que les mouvements de ce chat coïncidaient avec des incidents précis et des présences suspectes. Ce qui semblait anodin devint alors un indicateur de preuves physiques et comportementales à exploiter pour reconstruire le puzzle complexe de sa disparition. La lecture continua, révélant un autre aspect inquiétant de l'entourage de Clara. Elle écrivait sur des personnes qu'elle connaissait depuis l'enfance, décrivant avec une précision troublante les variations subtiles dans leur comportement, les changements de ton, les regards furtifs et les gestes ambigus. Ces observations fines permettaient désormais aux enquêteurs de distinguer qui était complice, qui ignorait la situation, et qui avait volontairement ou involontairement facilité le harcèlement et l'isolement de Clara. Chaque mot, chaque jugement porté dans le journal devenait un outil analytique pour comprendre la dynamique sociale autour de sa disparition. Puis, un passage glaçant évoqua une menace directe. Clara décrivait une figure qu'elle ne nommait pas mais qu'elle traquait à travers ses écrits. Un individu au comportement prédateur, invisible aux yeux des adultes, mais perceptible à travers les détails sensoriels, odeurs, mouvements, voix. Les enquêteurs, avec le recul de 10 ans, purent identifier cette personne en comparant les observations du journal avec les archives judiciaires et les témoignages des voisins.
Le journal révélait non seulement l'existence d'une menace, mais également sa méthodologie. Une manipulation subtile, une intimidation constante, une surveillance silencieuse qui avait transformé l'environnement familier de Clara en un espace de peur et de contrôle. À mesure que la lecture avançait, l'urgence se faisait sentir. Clara notait des stratégies d'évasion et des codes pour alerter quelqu'un en cas de danger immédiat. Elle avait prévu un système de repères, des objets déplacés, des phrases codées dans ses textes et même des marques discrètes sur des objets quotidiens pour guider un futur lecteur vers la vérité. Ce réseau de protection anticipée, conçu par une adolescente consciente de sa vulnérabilité, devint pour les enquêteurs un trésor d'informations permettant de relier des faits épars, de dater les événements avec précision et de reconstruire les actions des personnes impliquées. Une note en particulier attira l'attention. Clara avait écrit sur un lieu précis où elle avait laissé des indices physiques pour ceux qui sauraient en chercher. Ce lieu, une dépendance oubliée dans le jardin familial, contenait un coffre ancien, verrouillé mais accessible grâce à un système de repères qu'elle avait soigneusement consigné. Les enquêteurs, suivant ces instructions avec une minutie respectueuse, découvrirent à l'intérieur non seulement des objets personnels, mais également des documents, des lettres et des photographies qui éclairaient la chaîne des événements et les identités des individus impliqués dans sa disparition. Ce fut un moment où le journal cessa d'être un simple témoignage et devint un instrument actif de révélation de la vérité. La tension émotionnelle atteignit son paroxysme lorsque les derniers passages du journal révélèrent le point culminant de l'angoisse de Clara. Une confrontation qu'elle anticipait, une rencontre avec le prédateur qu'elle percevait mais n'avait jamais nommé. Les mots étaient empreints de peur et de lucidité, décrivant non seulement le danger imminent, mais aussi sa résolution intérieure, sa volonté de survivre et de laisser un témoignage intact. Les enquêteurs sentirent de la densité dramatique de ces lignes. Elles n'étaient pas seulement descriptives, elles étaient un manifeste de courage face à l'invisible, un appel silencieux à la justice. En parallèle, les experts légistes et criminologues commencèrent à recouper ces informations avec les scènes du crime ancien, les signalements disparus et les anomalies non résolues. Chaque indice du journal s'avérait être une pièce manquante du puzzle, transformant des années d'ignorance et de silence en une vision cohérente et inexorable de ce qui s'était réellement passé. Le journal ne se contentait plus d'éclairer le passé, il orchestrerait indirectement la résolution de l'affaire, révélant non seulement le parcours de Clara, mais aussi les mécanismes de la manipulation, de la peur et de la survie qui avaient marqué son existence. Enfin, la dernière page de cette section du journal laissait entrevoir une lueur d'espoir, un message crypté qui, s'il était interprété correctement, indiquerait la manière dont la vérité pourrait émerger. Les enquêteurs comprirent que chaque mot, chaque symbole, chaque fragment de phrase était un guide destiné à transformer le mystère en révélation. Le journal, silencieux pendant toutes ces années, devenait désormais le catalyseur qui permettrait, pas à pas, de rétablir la justice et de libérer la mémoire de Clara de l'ombre qui l'avait enveloppée. Le vent sifflait à travers les lucarnes brisées du grenier, porteur d'une résonance étrange, comme si les murs eux-mêmes murmuraient les secrets de ces années d'ombre et de peur. Les enquêteurs, le souffle suspendu, scrutaient chaque recoin, chaque fissure, chaque planche usée, suivant les indications du journal avec une précision presque sacrée. Clara avait prévu que ces mots seraient un fil fragile mais inébranlable, capable de guider vers la lumière ceux qui étaient prêts à écouter, à voir ce que tant d'autres avaient ignoré. Le coffre ouvert révélait plus qu'un assemblage d'objets et de lettres. Il contenait la preuve tangible que l'ombre qui planait sur sa vie n'avait jamais été un simple accident, mais une orchestration méthodique, froide, calculée. Les photographies jaunies montraient des lieux familiers et des visages que la mémoire avait presque effacés. Les lettres contenaient des détails précis sur des rencontres, des discussions et des comportements suspectés. Mais la pièce maîtresse était un carnet secondaire, plus petit, presque invisible, dans lequel Clara avait consigné, de manière cryptée, l'identité de l'individu qui l'avait traqué. Les enquêteurs, après plusieurs heures d'analyse, purent déchiffrer les symboles et relier les indices aux registres officiels, aux signalements d'incidents mineurs, aux anomalies observées dans le quartier à l'époque. Le nom apparut avec une clarté effrayante. Un homme qui avait su rester dans l'ombre tout en exerçant un contrôle silencieux et destructeur. À ce moment précis, le grenier sembla vibrer de la présence de toutes ces années de tensions refoulées.
Les enquêteurs comprirent que ce qu'ils tenaient entre leurs mains n'était pas seulement un témoignage, mais une arme, un outil de justice capable de rétablir l'équilibre, de mettre fin à un silence trop longtemps imposé. L'ombre du prédateur, qu'aucun adulte n'avait discerné à l'époque, ne pouvait plus se cacher. Chaque mot de Clara, chaque note codée, chaque photo devenait une preuve irréfutable, une pierre angulaire de la vérité qui s'imposait enfin. La tension monta encore lorsqu'une confrontation fut organisée, non pas par hasard, mais selon le plan subtil élaboré par Clara dans son journal. L'homme, désormais identifié et localisé grâce aux informations laissées, fut approché avec la minutie d'une opération chirurgicale. Les enquêteurs observèrent sa réaction lorsqu'il fut confronté aux preuves accumulées depuis la lecture du journal. Une expression de surprise, suivie d'une tentative de justification, et finalement d'une résignation silencieuse. L'évidence était implacable. Le temps ne pouvait plus effacer ce que Clara avait consigné avec une précision obsessionnelle. La justice, longtemps différée, s'imposa avec une force presque cinématographique. Le procès révéla, au grand jour, la complexité du réseau de peur et de manipulation que l'adolescente avait subi. Les détails consignés dans le journal permirent de reconstituer la chaîne des événements, de retracer les mensonges et les omissions, et de comprendre comment une victime silencieuse avait, à travers ses écrits, construit une forteresse invisible contre l'oubli et l'impunité. Chaque page lue en salle d'audience résonnait comme un écho de courage, une voix qui refusait de se taire malgré le temps et les obstacles. Mais au-delà de la procédure judiciaire, ce qui émouvait le plus ceux qui avaient suivi l'affaire, c'était la dimension profondément humaine de cette découverte. Clara n'était pas seulement une victime, elle était devenue une narratrice, une guide, une lumière qui avait traversé les années pour montrer que la vérité pouvait émerger même des ténèbres les plus opaques. Son journal, objet intime et fragile, avait transcendé sa fonction initiale pour devenir un instrument de transformation, révélant la résilience, la lucidité et la force intérieure d'une adolescente confrontée à l'inimaginable. La conclusion de l'affaire ne se limita pas à la condamnation d'un individu. Elle ouvrit une réflexion sur le rôle des témoins, sur la manière dont la société perçoit le danger et la vulnérabilité, et sur l'importance de ne jamais ignorer les signaux subtils laissés par ceux qui vivent dans la peur. Chaque lecteur, chaque enquêteur, chaque membre de la famille impliquée ressentit un mélange d'effroi et de soulagement, de colère et d'admiration, conscient que ce dénouement avait été possible uniquement grâce à la détermination silencieuse de Clara. En quittant le grenier, les enquêteurs ressentirent une atmosphère chargée de solennité et de révérence. Le vent continuait de siffler à travers les lucarnes, mais il n'était plus porteur d'ombre. Il semblait transporter un hommage, un témoignage du courage et de l'ingéniosité humaine face à l'adversité. Le journal, désormais conservé comme une preuve historique, une mémoire vivante, resterait à jamais un rappel que la vérité peut résister au temps, à l'oubli et à l'indifférence. La dernière image, gravée dans l'esprit de tous ceux qui avaient participé à l'enquête, fut celle de Clara, non pas comme une silhouette perdue dans le passé, mais comme une figure de détermination et d'intelligence. Ces mots, laissés dans un grenier poussiéreux, avaient transformé le silence en révélation, la peur en compréhension, et la disparition en une lumière qui éclaire encore, longtemps après que les portes se soient refermées. Le spectre de la justice et de la vérité s'était finalement imposé, et l'histoire de Clara demeurerait un témoignage intemporel de la force de la voix humaine face aux ténèbres. Et ainsi, le mystère qui avait hanté des années d'ombre s'éteignit dans un mélange de soulagement et de respect, laissant une résonance durable sur ceux qui écoutaient, lisant et contemplant les conséquences de la peur, de la manipulation et de la résilience. Le grenier, témoin silencieux de tant de secrets, redevenait un lieu de mémoire, un sanctuaire pour la vérité révélée, où chaque craquement de planche rappelait que parfois, les voix oubliées sont celles qui changent le cours de l'histoire.